Bon, alors écoutez, ce soir, nous allons continuer l'étude du séminaire de Charles Melman, Introduction pour introduire à la psychanalyse. Et c'est au tour d'Omar Guerrero de prendre en charge 3 leçons. Céline de la Roche-Massé nous a rejoints. Elle est vice-présidente de l'ALI et c'est à ce titre, comme c'est un séminaire institutionnel, du président et des 2 vice-présidents, c'est à ce titre qu'elle nous rejoint ce soir. Voilà. Omar, je te donne tout de suite la parole. Merci. Nous travaillons sur les leçons 13, 14 et 15. 13, 14 et 15. Oui, parce qu'on les a regroupés par 3. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas parfait, mais enfin, ça permet aussi de travailler. Oui, je dirais que, comme tu dis, ça vaut ce que ça vaut, mais ces 3 leçons qui me sont tombées dessus, 13, 14 et 15, ont pour moi un fil conducteur qui me va comme une bague au doigt, puisqu'il est question de pays où Charles Melman était en voyage à ce moment-là. Il parle de l'Amérique latine. Donc, je vais quand même mettre un coup de stabilo sur quelques idées qu'il amène là. Et puis, il y a quand même... Voilà, je le présente comme ça pour ces 3 leçons. Un fil conducteur. Un fil conducteur par rapport à la topologie. Je dirais une tentative de réponse topologique à la relation entre un sujet et un autre sujet. Et je pense que c'est un peu le fil conducteur qu'on peut trouver dans ces 3 leçons. Voilà, et qui... voilà, je dirais, Charles Melman profite pendant ces 3 leçons pour nous donner quand même quelques éléments. Et c'est l'occasion de les lire aussi autrement. Hein, ces éléments, notamment par rapport au discours et le passage par rapport à la topologie. Et puis ce sont des leçons, vous serez d'accord avec moi, assez didactiques, voilà, où il s'attarde pour décrire ce que c'est que la bande de Möbius, par exemple, voilà, les figures principales, etc. Il amène comme ça quelques affirmations. Alors, je pourrais dire que d'emblée, leçon 13, il y a la question de l'adresse. Quand il dit « je vous parle », qui a été un peu le sous-titre qui a été donné à cette leçon, il est question d'adresse, de savoir comment on s'adresse, qu'est-ce que c'est qu'une adresse. Et pour moi, voilà, c'était heureux de retrouver ce terme, qui est pour moi l'un des termes que j'utilise souvent pour parler des discours. C'est-à-dire les 4 discours, ce sont 4 manières de nous adresser à l'autre, à un autre interlocuteur. Donc là, il se demande qu'est-ce que c'est qu'une adresse ? Qu'est-ce qui permet une adresse ? Et là, il commence avec ce qui va être aussi une constante pendant ces 3 leçons, à nous parler d'un déficit ou de la castration, comme quelque chose qui va permettre une adresse, c'est-à-dire une adresse commune, qu'on partage avec l'autre, cette castration, ce déficit. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose de l'humour, par exemple. Si ce déficit, comme le dit Melman, n'est pas partagé, eh ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et ça nous permet de dessiner, justement, un intérieur et un extérieur. C'est pour ça que, d'emblée, je pense qu'il y a déjà une espèce de tentative topologique à partir même de cette leçon 13. Il dit qu'il y a un espace vide entre le sujet et son interlocuteur, entre 2 sujets, il dit. Et donc, dès le début de cette leçon 13, il utilise un terme que Lacan avait utilisé aussi quelquefois pour s'en débarrasser, qui est celui de l'intersubjectivité. De dire il n'y a pas d'intersubjectivité. C'est-à-dire que dans cet espace vide qu'il y a entre 2 sujets, il n'y a qu'une voix qui peut se faire entendre. Et je le dis souvent d'ailleurs à l'ère du Zoom, c'est très violent, parce qu'effectivement, il n'y en a qu'un qui a le micro,
et qui peut se faire entendre. Heureusement, nous avons l'habitude de le distribuer un peu après, justement pour que d'autres se fassent entendre et disent quelque chose. Alors, cet espace vide qu'il y a entre deux sujets, Melman nous dit, le sujet va chercher à se faire reconnaître, à faire reconnaître ses désirs. Et comment savoir que ce sont des désirs, ou comme dit Bernard, ses désirs hein, au sujet, parce qu'ils sont indexés. Et Lacan va dire qu'il y a une indexation phallique qui va déterminer que ce sont de bons désirs ou des désirs illégaux. Il le dit comme ça. Cette indexation phallique va être aussi un terme qu'il utilise pendant les 3 leçons et qui va être pour moi très intéressante quand on va arriver en Amérique latine, dans quelques instants, par rapport à ce partage. Est-ce qu'il y a un partage de cette indexation phallique ? Comment elle se fait ? Parce que là, il déplie, dans cette première leçon, cette indexation phallique, ce commandement phallique qui produit, nous rappelle Melman, qui produit la division subjective. C'est-à-dire, d'un côté, il nous rappelle la formule du fantasme, d'un côté, on a un sujet, divisé donc, et de l'autre côté, on a l'objet, ce reste, cette chute, qui n'est pas du tout phallique. Et qui, parce que là aussi il va revenir plusieurs fois, et qui n'est pas non plus un objet naturel, cet objet petit a. Ce désir va être organisé donc par un défaut, par cette petite chose, ce petit bout, cet entame, c'est un terme que Charles Melman aimait beaucoup. Et là encore une constante, il va comparer Freud et Lacan. Et je trouve que, voilà, déjà le choix de ce séminaire et puis la lecture qu'on essaye de faire porte bien son titre, hein, Introduction, ou pour introduire à la psychanalyse, parce qu'à chaque fois, il va comparer le grand pas franchi par Freud et comment Lacan a pu en faire autre chose. Hein, et là, il commence. Donc, Freud, nous dit-il, a fait confiance au père, qui provoque ce manque par un interdit, l'interdit de l'inceste. Alors que pour Lacan, ce défaut est d'ordre signifiant, dont la saisie réelle est impossible. Pour Freud, donc, le mythe, et pour Lacan, la structure. Et il a une expression très jolie d'ailleurs, il rappelle de quelle manière la lettre, puisqu'il est question de jeu de petites lettres, hein, notamment dans les discours, la lettre vient trouer la chaîne signifiante, et elle met en place, de cette manière, un réel. Alors, il s'amuse, parce qu'il y a quand même, j'ai trouvé, hein, il y a quand même beaucoup d'humour dans ces leçons. Je pouvais par moments l'entendre taquiner le public ou sourire à certaines expressions. Là, il se pose la question avec nous, est-ce qu'on peut quand même, est-ce que ça arrive qu'on rencontre petit a, l'objet petit a? Et il donne 2 exemples qui peuvent nous faire soit rougir, soit frissonner. Il y a ce cas qu'il rappelle en quelques lignes d'une psychose puerpérale, qui est rare, mais effectivement, ça arrive. De cet objet qui, une fois accouché, une fois rencontré, donc, produit une désorganisation. Et l'autre exemple,
plus coquin, hein, vous l'avez lu, de cet homme qui désire une femme et qui, lors d'une soirée, voilà, sans trop nous donner le contexte, il y a plusieurs personnes, si j'ai bien lu, si j'ai bien voulu lire cette partie-là, elle enjambe le bonhomme et il a un aperçu qui vaut rencontre de cet objet. Avec, si je me souviens bien, parce que c'est une leçon que j'ai lue, un décollement de rétine, quelque chose. Des deux côtés. Des deux côtés. Tant qu'à faire. Mais donc, petite lettre et question de discours. Et c'est là qu'il s'approche de l'Amérique latine, quand il commence à nous dire qu'il y a donc deux possibilités, deux façons d'articuler une parole. La première, quand on prend un appui sur S1, et la deuxième, quand on prend un appui sur S2. Sur S1, il rappelle combien on cherche, quand on prend la parole à partir de S1, à faire autorité à partir du concept, à faire valoir la consistance du sens, les enchaînements qui sont corrects, etc. Et en même temps, il dit, c'est pas très marrant. C'est pas très marrant de justement prendre la parole et faire valoir tout cet ordre-là. Sur S2, si on prend la parole, en s'appuyant sur S2, eh ben, il n'y a pas de limite, nous dit-il, pas d'impossible, ce qui est une façon, voilà, peut-être qu'on pourrait essayer de le dire autrement, mais c'est l'altérité, c'est-à-dire on prend la parole à partir de cette place d'altérité. Et donc, pourquoi je dis qu'il annonce, d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il va aller avec quelques collègues en Amérique latine, puis il nous dit qu'il est revenu, et ce qu'il a vu. Mais bon, ce sont des contrées, comme il dit, qu'il connaît, et que beaucoup de collègues connaissent assez bien, parce que... Alors ça, c'était en 2002, par là, hein, 2001-2002, alors que les voyages, je me souviens de 92, les premiers, Chili, Équateur, vous étiez 5, dont Charles Melman. Il parle donc du postcolonial. Il parle du postcolonial et de dire que il peut y avoir une parole de maître. Non pas un discours qui s'exercerait comme ça, mais une parole, c'est ça qui est intéressant, parole de maître en action. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre aussi ce que dit Kojève par rapport à l'autorité de maître. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'impose et qui fait autorité parce qu'il se confronte à un risque, à quelque chose, donc à une action. Et Melman nous dit, le S1 existe dans cette parole de mettre en action, en disant que c'est différent des discours, et qu'effectivement l'organisation postcoloniale est un exemple. Une société de maîtres au pluriel, où hommes et femmes se retrouvent du même côté, on pourrait dire une société homosexuée, hein, puisque hommes et femmes seraient du même côté, un monde stupide et narcissique. C'est les deux adjectifs qu'il utilise. J'étais un peu surpris. Et il dit, un côté, justement ce côté des maîtres, stupide, narcissique, où il n'y a rien à faire, puisque le faire se retrouve de l'autre côté, des esclaves, des boys, des servants, serfs, il disait souvent. Et en même temps, puisqu'on ne parle pas de discours, mais d'une parole de mettre en action, ces autres
c'est comme s'il n'existait pas. C'est des chutes. On fait comme s'il n'existait pas. Et c'est vrai que, je pense qu'il y a des collègues qui viennent d'Amérique latine, qui sont dans la salle virtuelle, ou ici aussi, qui peuvent donner leur avis nuancé, modulé un peu. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu fort de le dire comme ça, et qu'en même temps, j'ai le souvenir, peut-être que d'autres étaient avec moi dans le taxi à Bogota avec Charles Melman, de voir à chaque feu rouge, effectivement, ces personnes, il leur manquait un bras, ils venaient cogner avec un moignon sur la vitre. Et là, il nous donne cet exemple aussi, de dire, voilà, une figuration de l'objet A. C'est-à-dire, ils ne sont pas pris dans un discours, voilà, comme un S2 qui aurait une assurance maladie, par exemple, ou qui représenterait une forme de semblable. Pas du tout. Pas du tout. Il revient, et je vais être peut-être aussi répétitif que lui, parce qu'il revient sur la question de Freud et sauver le père. Hein. Freud était soucieux de sauver le père. J'ai glissé sur la leçon 15, pour ceux qui les suivent comme ça. Je me suis posé la question de pourquoi. Je ne sais pas si Melman avait déjà eu vent, à l'époque de ce séminaire, des archives qui ont été ouvertes sur Freud et sur le père de Freud. Peut-être que vous connaissez tous, à moins que ça reste un peu tabou entre nous, mais il y a des archives sur le père de Freud et les agissements du père de Freud. Peut-être pas directement sur Freud, mais sur la fratrie. Bon, je mets ça entre parenthèses, parce que Melman revient sur, voilà, Freud était soucieux de sauver le père, Lacan avait une autre fin, un autre objectif. Mais il y a aussi une pensée politique, une préoccupation pour le politique chez Melman. Moi, en tout cas, je l'ai entendu souvent comme ça. Et donc là, il essaie d'aller plus loin, puisqu'il a parlé de société de maîtres. Comment tient un tissu social? Il se pose la question. Et il va revenir sur la question de cette castration commune, ce déficit, cette perte, cet objet qui tombe, mais qui est commun. Mais il reste interpellé par ce qu'il a vu en Amérique latine, puisqu'il dit, il y a des sociétés où il y a des isolats, dit-il. Donc dans cette société de maîtres, qui sont isolés, où il n'y a pas, et ça m'a beaucoup touché, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu 100 fois chez Melman, et peut-être que je dirais 100 fois de ma part en l'écrivant autrement, parce qu'à chaque fois je l'ai oublié, le fait qu'il n'y a pas de référent commun. C'est-à-dire que ce sont des pays, et là, bon, on parle de l'Amérique latine, mais on peut élargir ça à d'autres contextes postcoloniaux qui existent, où on peut se poser la question effectivement du référent commun. Il n'y a pas d'ancêtre commun, qui représenterait une valeur phallique qui permettrait au sujet de s'autoriser, de se sentir intégré, faire partie du groupe. Non. Dans une société postcoloniale, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a deux référents. J'ai encore entendu, quasiment à chaque voyage que je fais pour le PHEP en Amérique latine, encore des personnes dans le public, des étudiants, qui ressortent de cette phrase, de dire « les conquistadors sont venus violer nos mères ». Donc, voilà une prise de position, une drôle de position, qui pour moi vaut signature, c'est-à-dire de choix d'un côté ou de l'autre. Mais comme s'il était impossible de penser pour ce jeune homme ou cette jeune femme qui pose la question, ou qui fait la remarque en tout cas, qu'il est en train de me poser la question en espagnol, et qu'il ne parle pas d'autres langues. Donc c'est un choix subjectif, de venir se réclamer, donc on pourrait dire, on serait tenté de dire d'un S2, en tout cas d'une altérité.
d'une altérité. Et c'est là qu'il va avancer aussi, il va faire quelques pas en décrivant ce qu'on peut entendre par ce S1. Ce S1, donc, qui serait du côté du phallus, de la maîtrise, et du côté donc de l'ancêtre. Et de l'autre côté, nous aurions affaire à un grand A qui ignore la castration. Et il va nous dire de quelle manière cet étranger représente une offense à l'ancêtre. Nous le voyons aussi dans nos contrées, je pourrais dire ici, ce qui me permet de me poser avec vous la question, parce qu'il parle beaucoup des effets pour les pays, ou pour ce contexte postcolonial, pour les pays qui ont été colonisés, qui ont vécu, subi, traversé ces situations-là. Mais je pense, et peut-être que les deux livres que Charles Melman et Nazir Ahmad ont écrits sur l'immigration pourraient apporter quelques réponses sur les effets pour le pays colonisateur aussi. Et je dis immigration parce que rien qu'en Europe, on peut voir qui sont les immigrés qui viennent, d'où ils viennent, de quel pays, comment ils s'intègrent, comment ils intègrent un tissu social ici. C'est une vraie question. J'ai une ébauche d'hypothèse que je vais vous proposer à la fin. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'est que là, il dit cette formule que j'avais proposée à l'une de nos réunions et qui avait un peu choqué, et qui n'était pas de moi. J'avais bien dit que c'était Charles Melman. Quand il poursuit donc ce S1, il dit, il se transmet, bien sûr, et nous le voyons dans les familles ou au niveau même d'un groupe ou d'un pays, il ne se partage pas, ce S1. Il y a un héritier. Ça ne se partage pas. Il ne le dit pas ici, mais à d'autres endroits où il a pu tenir ces propos, il rappelle que les autres enfants, ils ont à chercher d'autres références pour pouvoir tenir, s'autoriser d'un autre S1. Il va comparer, je vais essayer de le faire rapidement aussi, l'avancée de la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est la différence de discours, ce que peut apporter la psychanalyse comme un discours un peu différent des trois autres. Mais tout ça à partir de ce tissu social qui l'intéresse. Il dit que la psychothérapie propose, toujours en parlant de cette indexation phallique, la jouissance qu'il faut, c'est-à-dire la bonne jouissance. Une psychothérapie nous dit comment il faudrait faire, ce qui est une utopie, il le dit lui-même. Alors que la psychanalyse nous dit que la jouissance, c'est la jouissance d'un objet, petit a. Il y a un objet de jouissance, mais vous ne savez pas lequel c'est. Ce n'est pas celui que vous croyez, dit-il. Et autour de cet objet A, il va évoquer aussi cette différence dont il a parlé à Bogota. Je me souviens, il était surpris d'avoir un amphithéâtre où il y avait peut-être 500 personnes. Il était énorme à l'université nationale à Bogota. Et il avait repris, et il l'évoque ici, le fait d'en avoir parlé, le bien public et bien privé, qui était un thème qui lui avait été imposé, effectivement, où il a fait une conférence, je peux le dire, magistrale, parce que ça a été très éclairant. Il y a eu beaucoup de questions très suivies, alors qu'il y avait une traduction. Je ne sais pas si c'était Virginia ou Cécilia qui traduisait en alternance, mais vous étiez à la tribune avec lui, où il dit de quelle manière le tissu social s'appuie sur le bien public. Et il donne quelques exemples. La santé, les transports, on pourrait en rajouter d'autres, l'eau, etc. Et il voyait avec inquiétude comment dans beaucoup de pays, et pas seulement en Amérique latine, dans beaucoup de pays, il y avait une privatisation
des biens, et des biens qui devaient être publics, parce qu'ils assuraient justement ce tissu social. Je pense à l'Argentine, où il y a eu plusieurs présidents qui ont vendu l'eau, le téléphone, les transports, etc. Et donc ça a rempli les caisses des gouvernements de passage, mais on s'est retrouvé en Argentine, comme dans beaucoup d'autres pays, dans une espèce d'entreprise énorme, où le tissu social était tenu comme dans un supermarché. Et je pense que les nouvelles qui nous inquiètent un peu depuis 2 jours par rapport aux décisions prises aux États-Unis, elles ne font qu'aller dans ce sens. D'administrer, de gérer un pays comme on gère une entreprise. Et donc il y a une guerre qui est une guerre commerciale. Et le mot qu'il utilise, et qui annonce déjà la dernière leçon, c'est que cela produit, cette privatisation à outrance, produit une dislocation du lien social. Je souligne le dislocation parce que le titre qui a été donné à la dernière leçon, enfin la 15, c'est « Où est l'inconscient » ou quelque chose comme ça, où on cherche la localisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette localisation va l'amener à nous parler de topologie, de lieu, de comment on traite le lieu. Mais il le fait, là encore, de manière très didactique, en se posant la question de ce qui nous organise, ce qui fait lien social. Ce qui fait lien social, et il commence par les discours, les 4 discours, tout en disant que c'est pas tout à fait ça. Alors qu'on passe notre temps, je l'ai dit moi-même très souvent, le discours du maître organise notre lien social, c'est une matrice, mais il nous rappelle, il nous le dit, que ces 4 discours masquent la castration. Et il va décliner, il va expliquer comment chacun de ces 4 discours masque la castration. Sauf, dit-il, j'essaie d'aller un peu vite, le discours de l'analyste. Le discours de l'analyste, à condition, dit-il, de se taire. C'est-à-dire que l'analyste permette qu'une parole s'agence pour le sujet. Et il va donner 2 exemples. Je vais prendre seulement le premier qui peut nous intéresser. Il parle de l'alcool, la consommation d'alcool. À un moment donné, il parle de la société des buveurs, qu'il compare d'ailleurs au post-colonial, disant qu'ils se retrouvent tous du même côté. Mais pourquoi l'alcool? Parce qu'il va nous rappeler, et c'est très clinique d'ailleurs, la thérapeutique de l'alcool en indiquant que pour la consommation d'alcool, il s'agissait d'une revanche phallique et d'une exaltation narcissique. Alors évidemment, on parle d'Amérique latine. J'ai le souvenir d'avoir fait, comme toi Stéphane, un peu de photos en Amérique latine et d'avoir été étonné. J'avais fait une série de photos il y a une 30aine d'années sur des hommes endormis sur les trottoirs un lendemain de fête. Donc c'était des ouvriers qui dépensaient la moitié de leur semaine en buvant jusqu'à ce qu'ils étaient ivres morts, de manière littérale, sur les trottoirs. J'ai fait une série de photos parce que c'est pas un, c'est... Voilà, on les retrouve comme ça. À l'époque, ça m'avait simplement surpris parce que c'était classique que les ouvriers, les pauvres, ils buvaient. Et là, j'ai fait le lien avec cette exaltation phallique, avec l'intervention que j'ai faite à Dublin, juste avant Melman, quand c'était sa dernière intervention publique d'ailleurs à Dublin, sur l'hystérie masculine, et qui est l'une des hypothèses que je vous propose pour réflexion, sur la surpopulation, je dirais, d'hystérie masculine
dans certains contextes, notamment les contextes postcoloniaux, où le père, qui pourrait être vecteur, transmetteur de cette instance phallique, eh ben, il est humilié, il est repoussé. Hein, il n'est pas reconnu comme semblable. Il n'y a pas d'ascenseur social. Voilà. Comme on peut retrouver dans d'autres pays, ici, voilà, où il y a des métiers ou certaines filières qui permettent que quelqu'un qui se retrouve en S2, eh ben, il accède à certaines formes de reconnaissance phallique. Alors, cette castration organisatrice, dans cette dernière leçon, pour Melman, ce ne sera pas du côté des discours, mais il va essayer de localiser justement l'inconscient par la topologie. Donc là encore, il prend son temps pour nous dire ce que c'est que la topologie, pour nous parler des modèles. Hein, c'est-à-dire, il fait la comparaison de Freud et ce qu'on pourrait appeler une topographie chez Freud, hein, ce millefeuille, vous voyez, avec conscient, préconscient, conscient, inconscient. Et cette manière très euclidienne de voir, hein, et qu'il compare, hein, il va faire valoir ce développement, cette avancée de Lacan, en parlant de la topologie comme un modèle, comme un support, voire une métaphore, dit-il, mais qui nous invite à laisser notre narcissisme dans le vestiaire. Au vestiaire, en disant que là, effectivement, on n'a plus ce repère facile du miroir, de trouver qu'il y avait dedans, dehors, que ce qui était dessus commandait ce qui était dessous, etc. Non. On se retrouve dans un espace meubien. Il décrit, avant de terminer par ce cas clinique de Freud, d'une femme jalouse, hein, qui est intéressant, je veux dire juste un mot, mais il décrit les figures topologiques, les principales figures topologiques. Il nous rappelle aussi l'écrit qu'il a fait sur le mur mitoyen, en disant comment pour la psychose, d'ailleurs, mur mitoyen, vous pouvez retrouver 2 numéros, je ne les ai pas en tête, mais il y a 2 numéros du JFP, hein, que vous trouvez sur le mur mitoyen. Mur mitoyen qui est une concrétisation de cette séparation qu'il y a entre moi et l'autre, pour la psychose, mais qui vient couper un même espace. L'autre, il se retrouve immédiatement derrière la cloison. On va passer de ça tout de suite à la description de la bande de Möbius. Il va faire une description. Je pense que je ne vais pas, je vais pas la faire en détail. Je peux rappeler peut-être quelques mots sur la bande de Möbius, où il nous dit il y a un seul bord. Et donc, il y a des métaphores très jolies. Hein, il parle de l'imprimerie, hein, et de ce retour de refoulé qui va venir non pas de l'autre côté, mais en continuité. C'est-à-dire la bande de Möbius, un seul bord, et un refoulé. Et il parle de la trace. Quand on a un ruban et quand on imprime un caractère, la trace laissée de l'autre côté. Et il parle de ce retour, justement, du refoulé, mais en continuité. Ce qui est pour moi un pas important par rapport et qui donne raison, d'ailleurs, à Freud. Hein, quand on parle de rêve, lapsus et autres formations de l'inconscient, de les voir, justement, s'exprimer par là, voilà, en continuité. Et non pas comme si c'était une autre chambre, de l'autre côté, quelque chose qui n'est pas moi. Il nous dit un mot, ensuite, du cross-cap. Cross-cap, où, là encore, je ne l'ai pas dit pour la bande de Möbius, mais pour le cross-cap, c'est pareil. C'est-à-dire, l'humanité a vécu pendant très longtemps avec le confort de penser la sphère.
où on aurait pu dire la même chose pour la bande de Möbius, de penser justement une coupure simple, dedans-dehors, dessus-dessous. Et bien le cross-cap, avec cette chirurgie qu'on pratique en haut, nous invite dans une autre dimension, qui n'est pas celle simple, justement, d'une sphère, avec intérieur, extérieur. Et puis, la bouteille de Klein, sur laquelle il ne s'attarde pas. Il nous dit simplement que c'est deux bandes de Möbius collées. Bon, nous avons la chance d'avoir dans notre association beaucoup de collègues qui s'intéressent à la topologie. Je vous renvoie notamment au texte de Marc Darmon, qui est une... Alors, pas une Bible, mais enfin, c'est quand même un texte de référence hein, pour nous tous, et qui a l'avantage de retracer pour chacune de ces figures l'origine, le lieu où Lacan en a parlé et l'usage clinique, parce que c'est en même temps l'intérêt de la topologie. Et il dit à la fin, avant de parler de ce cas, enfin je peux le dire en même temps, qu'il y a très tôt chez Lacan ce que je posais comme question au départ, l'intersubjectivité, et qui est exprimé très tôt dans des schémas comme le schéma L, hein, où nous avons le circuit de comment un sujet s'adresse à son semblable et sur quoi il prend appui. Et Melman va nous proposer un cas clinique, parce que quand même toute la lecture de ce séminaire est basée sur Freud, hein, et sur le texte de Freud. Et donc Melman va nous proposer la lecture, l'analyse de ce passage très bref d'une femme jalouse. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il nous propose ce cas-là en parlant de topologie, et notamment du schéma L. Alors, femme jalouse, pour ceux qui ne l'ont pas lu, très vite, il s'agit d'une femme d'une 50aine d'années, qui est adressée à Freud par son gendre, voilà, qui décrit cette femme comme effectivement ayant un problème de jalousie. Cette femme raconte à Freud qu'elle a vécu une 30aine d'années de bonheur absolu avec son mari. Donc là, vous voyez le sourire de Melman, qui dit il y en a qui y arrivent. 30 années de bonheur, voilà, des enfants, une vie vraiment heureuse, qui est décrite comme ça, jusqu'à un moment où une employée lui adresse une lettre anonyme. Je vous spoile la fin en disant que c'est une employée. Cette dame reçoit une lettre anonyme en disant que son mari a une aventure avec une autre employée. Une autre employée qui aurait mieux réussi que celle qui a envoyé ce courrier. Et donc, évidemment, elle est offusquée. Vous voyez même les couples les plus heureux, comme Othello, dès qu'on glisse un mouchoir de soupçon, il y a des secousses. Eh bien, elle confronte son mari, qui sourit et qui lui assure qu'il ne s'est rien passé. Il retrace, il trouve que c'est l'employée jalouse, on pourrait le dire aussi comme ça, jalouse de l'autre employé, qui a envoyé cette lettre. On pourrait en rester là. Mais le problème, c'est que cette femme, qui consulte Freud, n'arrête pas d'y penser. C'est-à-dire la réalité, elle est déjà acceptée, la lettre, elle comprend très bien tout ça, mais elle ne peut pas s'empêcher. Et donc c'est une pensée obsédante par rapport à cette jalousie. Et c'est ça qui va intéresser Melman, d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que Freud nous donne quelques explications. Hein. Freud nous dit cette femme a un désir pour son gendre, et donc c'est un peu en miroir
elle suppose que son mari peut désirer aussi une femme plus jeune, etc. Mais l'explication de Melman s'appuie justement sur les éléments topologiques qu'il nous a donnés juste avant, et qu'on pourrait d'ailleurs élargir, parce que toutes les questions qu'il a posées, même les questions politiques par rapport au contexte postcolonial, pour moi, ce sont des questions qui peuvent être topologiques aussi. C'est-à-dire comment ça s'articule. Mais donc, la lecture que nous propose Melman pour cette patiente-là, c'est sur le schéma L. De dire qu'elle est en lien avec un semblable, voilà, mais qu'elle n'a pas accès à ce grand autre qui pourrait départager, qui pourrait être une référence. Et elle reste piégée dans ce rapport de miroir avec l'autre. Et c'est ce que vous trouvez sur le schéma L, justement, entre A et A'. Et on voit qu'elle n'est pas la seule, parce que l'employé a été aussi embarqué, piégé dans cette relation en miroir, où elle voit que l'autre a réussi à prendre ce que j'appelais tout à l'heure l'ascenseur social. C'est-à-dire l'autre, elle a réussi à faire des études et à obtenir un poste plus intéressant au sein de l'entreprise. Et donc, elle, jalouse, veut lui nuire, mais elle reste justement dans cette jalousie, de voir un semblable comme ça se détacher. Et par rapport à donc ce cas de cette femme jalouse, nous pourrions, en suivant Melman, trouver d'autres cas cliniques qui peuvent nous être utiles, mais aussi, je dirais, l'utilité de ces schémas, de ces figures, qui nous invitent, comme il le dit, à laisser notre narcissisme au vestiaire, mais à réfléchir autrement. C'est-à-dire à ne pas rester sur une explication duelle, une explication pleine de sens, hein, comme nous le propose quelquefois Freud, mais voilà, en laissant cette part d'inconfort, je dirais, que nous laisse Lacan, quand il ne donne pas une dernière lecture d'une situation, d'un cas clinique, quand il montre qu'il y a effectivement une chute, ou les effets pour cette femme-là, quand il n'y a pas de chute, hein, quand cette présence de l'autre empêche une autre forme d'altérité d'opérer. Voilà, et j'aimerais amorcer la descente justement par cette question de l'altérité, puisque c'est une constante aussi dans ce que nous propose Melman dans ses leçons, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan clinique, de quelle manière le S1 ne supporte pas l'altérité, et que la réussite de S1, et vous voyez, on pourrait même lire cette boutade de Freud sur les métiers impossibles. Effectivement, gouverner est impossible, parce que si S1 réussit, eh ben, il n'y aurait plus de S2. Tout simplement. Il n'y aurait pas d'altérité. Mais donc, on a affaire, et je pense que nos patients l'illustrent bien, à cette tension, à cet inconfort de supporter plus ou moins une forme d'altérité pour que le tissu social tienne et pour que ça fasse discours. Pour que ça fasse discours, c'est-à-dire que je puisse m'adresser à un autre en supportant qu'il y a un reste qui n'arrive pas à être colmaté, à être comblé.
que ça ne concerne pas que nos patients. Je pense que nous pouvons le constater dans d'autres formes de liens. Hein, de quelle manière cette référence totalitaire peut être écrasante et peut faire disparaître la ronde des discours, hein, et qui peut en venir à les étouffer. Donc il y a encore un point, mais sur lequel je reviendrai peut-être après par les questions, qui concerne justement ce que j'évoquais sur l'hystérie masculine et sur le post-colonial. Mais je préfère m'arrêter sur ce point pour qu'on puisse débattre et écouter éventuellement vos réactions, Stéphane et Céline. Écoute, merci. Merci Omar, on entend ? Oui, ça marche ? D'accord. Merci Omar pour ce parcours que j'ai trouvé très, très bienvenu, à propos duquel j'aurais peut-être des remarques ou des questions à te proposer. Auparavant, est-ce que Céline, vous souhaitez intervenir à propos de ce qu'a dit Omar ? Merci Stéphane. Alors, oui, alors, il y a plusieurs points que je voulais aborder. Alors, là, on est un peu plus qu'à mi-parcours du séminaire. Hein. Melman essaie de trouver, effectivement, voilà, essaie de mettre en place ce fil rouge, là, avec « je vous parle », et puis, voilà, il va déplier tout ça. Déplier le je, le vous, et puis qu'est-ce que c'est que cette parole. Alors, cette question qui est de l'ordre de la société, c'est une question qui a interpellé Melman tout le temps. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société ? Comment est-ce qu'on préserve aussi une société ? Comment on ne tombe pas dans une société des maîtres ou autre, hein, totalitarisme ou... voilà, c'est quelque chose qui a toujours intéressé beaucoup Melman. Et alors déjà, il commence par ce que c'est que entre deux interlocuteurs, voilà, il n'y a pas d'intersubjectivité. Et quand même, ça, bon, quand Lacan a déployé les discours, voilà, S1 s'adresse à S2, déjà S2 s'adresse pas à S1, déjà. Hein. C'est S-Barré qui s'adresse à S1. Voilà. Mais en plus, là, voilà, Melman nous dit il n'y a la place que pour un seul sujet, sinon il y a discorde. Donc, on est déjà là dans quelque chose du côté du langage qui ne peut que nous faire resserrer sur la question de ce qui ne fera pas le bonheur, déjà, avec ça. Ensuite, alors ça c'était peut-être plus une remarque, mais après cette question qui m'a aussi interpellée, cette question de la société des maîtres. Alors le vrai maître, le maître en action, c'est quand même la question des rapports de force. Hein, c'est pas le maître du côté du semblant, c'est autre chose. Bon, dans notre société, hein, parce que Melman dit plusieurs fois notre société, donc en France, hein, c'est un peu ça qu'il veut dire. Alors, on n'est plus du tout du côté de cette instance phallique qui ferait ancêtre. On a beaucoup de mal avec cette question-là de l'instance phallique actuellement. Je me disais, en retravaillant ces leçons, c'est que, en fait, maintenant, c'est plutôt les objets high-tech, c'est posséder des objets high-tech qui fait une différence avec beaucoup d'autres personnes qui soit ne les ont pas, pour des raisons financières. On a vraiment des écarts aussi sur ce bien public-là, ou qu'ils n'ont pas les capacités de les utiliser, savoir utiliser ces objets high-tech. Mais là, est-ce qu'on est du côté de quelque chose qui serait phallique ? Ça reste des objets. Des objets... alors, on peut dire des objets A, mais est-ce que vraiment là, on est du côté de l'intime, hein ? On est sur autre chose. Est-ce qu'on peut parler de maîtrise au sens phallique ?
Ou est-ce que c'est une maîtrise d'objets en circulation, comme ça, qui pourrait faire la différence entre ceux qui les possèdent et ceux qui n'en ont pas? Alors, bon, j'avais d'autres questions. Oui, il y a quelque chose de... alors, bien sûr, il fait référence au temps logique. Et là, Melman, j'ai trouvé ça touchant, cette façon de nous rappeler que, ben oui, soit on va s'en sortir ensemble, soit on s'en sortira pas du tout. Ça, c'est pas très valorisé à l'heure actuelle. C'est plutôt l'individu. C'est plutôt chacun son intérêt. Hein. Je me souviens, alors peut-être certains vont s'en rappeler plus que moi à ce moment-là, mais Melman disait de notre société, je crois que c'était dans un édito, qu'on était arrivé à un moment de société où on avait des directions multiples au sein de notre société, des intérêts différents, divergents, et que c'est ça qui venait poser problème. C'est que trouver, alors je ne sais pas si c'est le bien commun, mais quelque chose qui est de l'ordre de directions divergentes au sein même de notre société actuellement. Il avait dit ça dans un édito, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ça. Il avait dit que c'était un problème pour nous actuellement. Bon. Alors, bon, peut-être aussi sur la question du postcolonialisme, je pense que, voilà, quand Melman dit que auparavant, il pouvait y avoir des contrées où il n'y avait pas d'ancêtres communs, où il y avait une multitude peut-être de tribus, par exemple, des régions où il y a une multitude de tribus, il n'y a pas d'ancêtres communs. Après le colonialisme, il reste quand même que c'était au départ des sociétés qui n'étaient pas peut-être organisées autour d'un ancêtre commun. Et puis, bon, peut-être aussi, mais là, ça c'est autre chose, quand tu parlais de la question de l'hystérie de populations immigrées qui viennent en France, et il y a aussi des contrées géographiques où, en France, nous, notre symptôme principal, on va regarder dans tous les services de psychiatrie, chez les cabinets des psys, canalistes, c'est la dépression. Hein. Le symptôme principal en France, c'est des dépressions. Alors, il y a les troubles anxieux, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est quand même la dépression qui est le plus communément voilà, le symptôme. Il y a des pays où c'est plutôt des éléments d'hystérisation qui sont au premier plan, où il y a moins de populations qui ont ces symptômes dépressifs. Donc ça peut aussi être, je veux dire, le symptôme avant d'arriver, qui était déjà de cet ordre-là. Enfin, je pense aux populations de la Méditerranée. Tu as fait là 3 ou 4 remarques. Est-ce que je peux voilà, réagir rapidement à l'une ou l'autre, ou à chacune? La question du mettre en action. Et tu évoques effectivement la force et pas le semblant. C'est pour ça que je m'appuyais sur Kojève, hein, sur la question du maître, qui, pour être maître, s'appuie sur une action, sur le présent, sur le fait de risquer quelque chose, et le fait de s'imposer à un autre, de courir un risque. C'est ça qui le fait maître. Oui, c'est la distinction entre s'appuyer sur un signifiant pour pouvoir du symbolique au réel passer à une action, ou la question du rapport de force dans une société des maîtres. Ce n'est que la force. Ce n'est pas un signifiant sur lequel on s'appuie. Ou c'est un signifiant qui n'est pas articulé à un S2. C'est pas seulement une action, hein, parce que quand on pense au maître dont il parle, hein, pour l'Amérique latine par exemple, ou on pourrait parler aussi du continent africain ou d'autres lieux, il y a un signifiant dont ils se réclament, les conquistadors.
Et il y a une force, effectivement, de ce semblant aussi. Donc ça, c'est une première remarque. On peut discuter après, parce que tu la déclines après en parlant des maîtres du high-tech. Oui, non, mais ça, c'est une autre forme de société. Oui, mais est-ce que ça fait maître, le fait de maîtriser un engin, un appareil? Là, je ne suis pas sûr. Et là, on vient plutôt à ce qu'on a constaté avec beaucoup de force depuis une quarantaine d'années. Depuis une quarantaine d'années, avec effectivement les objets électroniques, les gadgets techniques qui sont de plus en plus nombreux et qui sont renouvelés de plus en plus vite. Mais il y a eu déjà des générations où c'était les adolescents de la maison qui installaient ces appareils que déjà les parents ne savaient pas installer. Aujourd'hui, ceux qui reçoivent des enfants et des adolescents le savent. Pour installer un contrôle parental, c'est souvent l'ado lui-même qui va indiquer aux parents comment on fait pour activer, désactiver, et qui va passer derrière, justement, pour contourner ces interdits. Donc la question de est-ce que ça fait de ces adolescents des maîtres, je ne pense pas que ça fasse. Oui, nous sommes d'accord. Mais ça donne une illusion, effectivement, par la technique. Parce que c'est comme les sciences. On dit souvent, on critique le discours de la science, etc. Je pense qu'il ne faut pas confondre avec la technique, ou les technosciences, qui sont autre chose. En sortir ensemble. Tout à fait. Et c'est là la référence au temps logique et aux trois prisonniers, où il s'agit effectivement de sortir ensemble. C'était aussi comme ça que j'entendais l'écriture de ce livre par Melman et Nazir Ahmad sur l'immigration. Et c'est une question que Charles Melman l'a traitée à plusieurs endroits. J'ai le souvenir d'une séance houleuse à Clermont-Ferrand, voilà, où il a parlé des petits beurs, en disant effectivement quel est le signifiant qu'on propose aux immigrés de deuxième ou troisième génération pour qu'ils fassent partie de ce discours. Si on les renvoie systématiquement à S2, on obtient, c'est une hypothèse de travail, cette hystérisation dont je parlais, et qui ne permet pas, selon le nom que je porte, l'origine, etc., qu'il y ait une vraie intégration du tissu social. Et donc, effectivement, s'en sortir ensemble, pour moi, c'est important qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé, ou à ce qui peut se passer dans ces contextes postcoloniaux, pas seulement dans le pays, là-bas, loin, mais aussi chez nous, aussi dans nos écoles, nos problèmes en France, avec la religion, avec la langue et autres. On peut décliner ça aussi de plusieurs façons. Et puis, juste un point de désaccord. Quand tu parles de postcolonial et de penser s'il y avait avant un ancêtre commun, bien sûr qu'il y avait un ancêtre commun. Dans toutes ces sociétés, il y avait un ancêtre commun. La difficulté, c'est avec le postcolonial, c'est-à-dire quand il y a le moment de conquête, de violence, de rencontre. Il se produit ce que Marcel Chermak, qui aimait beaucoup faire ses voyages aussi, il a proposé là-bas, il appelait ça des logiques hétérogènes, qui nous amènent à justement dire de qui je me réclame. Si nos ancêtres sont tous des Gaulois, ça, Cyril Becken l'a dit plusieurs fois en parlant même de l'immigration. Bien sûr que nos ancêtres, les Gaulois, combien même j'aurais très peu de sang celtique ou gaulois, oui, je me fais enfant de Gaulois. Mais cet ancêtre commun, quand il y a un contexte postcolonial, il y a une tranchée, comme ça, cet espace vide au milieu, mais qui va faire qu'une partie de la population se réclame de l'un ou de l'autre, et qu'il n'y en a pas un qui ferait unité. Quelquefois, on parle d'une gastronomie ou d'une religion. Ouais, c'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas d'ancêtre commun dans la leçon, mais Melman dit qu'il y a des régions où il n'y avait pas un ancêtre, mais il y avait plusieurs références. Oui.
Non? C'est moi qui ai mal lu la leçon, mais il me semble. Hein. Je ne l'ai pas lu comme ça. Et effectivement, même dans des contextes polythéistes ou des contextes même de violence, parce que c'était pas des peuples tous pacifiques, c'était pas la petite maison dans la prairie. Non, mais c'est pas l'idée de dire que c'est mieux ou d'avoir un ancêtre commun ou d'en avoir plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème. Une question de structure après. Stéphane. Oui, j'avais vous proposé cette remarque, les amis, que il y a à la fois la reprise du fil de ce que dit Melman dans ses 3 leçons. Il marche le micro? Pas très fort. Oui, hein, c'est encore la même chose. Est-ce qu'on peut mettre le micro un peu plus fort? De force. J'ai l'impression qu'il... Ah oui, celui-là marche, oui. J'avais envie de vous dire à l'instant, là où tu me donnes la parole, que il y avait dans ton propos le souci très légitime de mettre l'accent sur ce qui fait le fil de la préoccupation de Melman dans ce séminaire. Et puis, vous avez échangé, ils sont venus des remarques qui sont plutôt des remarques illustratives à propos, concernant notre monde contemporain, à partir des remarques de Melman. Et pourquoi pas, hein. Mais j'aurais envie de revenir quand même sur ce que tu as souligné au début de ton propos, Omar. C'est que Melman a toujours été, et dans ce séminaire il l'est particulièrement, toujours été attentif et préoccupé par ce que nous pouvons appeler les conditions du rapport à l'autre. À la fois les conditions telles qu'elles se présentent et ce qu'elles rendent possible ou pas. Hein, par exemple, il va très bien montrer comment je vous parle, il illustre, tu l'as mentionné, il illustre comment je vous parle, c'est tout de suite rendu possible ou moins possible ou pas possible du fait de l'ouverture variable de ce que l'auditoire est prêt et disposé à entendre ou non. Melman, donc, dans ces 3 leçons, et c'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est vrai dans tout ce séminaire, Melman est vraiment orienté par ces conditions du rapport à l'autre et ces conditions telles qu'elles nous permettent de nous en sortir. Alors, on a évoqué les 3 prisonniers, mais de parler ensemble, de travailler ensemble, à partir d'une prise en compte de ce que la psychanalyse permet. Pas du tout pour s'intéresser spécialement dogmatiquement à la psychanalyse, mais parce que la psychanalyse déverrouille, dessert, ouvre les conditions autrement très figées de notre rapport à l'autre. Il le montre, Melman, à la fin de cette 3e leçon, d'une manière vraiment admirable, avec ce cas clinique de jalousie, où il montre très bien que ce qui faisait en quelque sorte le bénéfice secondaire, mais très important, peut-être même primaire, pas seulement secondaire, de cette patiente, c'est que dans sa jalousie, elle s'assurait vraiment d'une position qui pouvait occuper tout son champ sans qu'elle soit amenée à vouloir forcément la faire bouger beaucoup, puisque ça lui donnait un ancrage dans ce qui pour elle avait valeur de cause et de vraie cause. Et que c'était d'une certaine manière assez confortable. Et Melman a toujours été attentif à ces situations de solidification du rapport à l'autre ou de la parole reçue de l'autre ou adressée à l'autre, solidification qui nous rend impossible une issue commune. C'était vraiment un souci constant chez lui, y compris dans l'association, dans la manière dont il essayait de la piloter. Alors, je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons, à quoi nous devons être attentifs particulièrement dans ce séminaire.
Et encore une fois, c'est le fil de ces 3 leçons notamment. Hein. Je vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole soit possible, une adresse soit possible. Ensuite, l'adresse freudienne. C'est très joli la façon dont Melman l'introduit. Il dit quel était le type de convivialité à laquelle Freud invitait. Et c'est vrai que c'est une convivialité d'un certain style, d'une certaine façon. Freud est souvent très caractéristique dans la manière dont il en appelle avec ce qu'on aurait envie d'appeler la grande culture et aussi l'innocence parfois du savant qui, pourtant Freud, il était averti de pas mal de choses, mais il a cette confiance souvent, et notamment dans son introduction à la psychanalyse, que si je m'adresse à l'interlocuteur en ayant des égards pour la façon dont il peut ouvrir son écoute ou pas, eh bien, ça devrait produire des effets et ça devrait convaincre. Ce dont Lacan n'était pas pour sa part du tout convaincu. Lacan a décidé de procéder tout à fait autrement. Et Melman, là encore, d'une manière également différente. Et la 3e leçon, tout ça tu l'as évoqué, Omar, et puis Céline, tu y es revenu d'une manière ou de plusieurs manières. La 3e leçon, elle est évidemment capitale, puisque elle introduit la question de la topologie d'une manière parfaitement audible. C'est-à-dire que, effectivement, que l'inconscient, déjà, soit pris en compte, simplement en soi-même, et ensuite la façon dont on va le localiser, ça va déterminer les conditions d'un rapport possible ou non à l'autre. Et d'un rapport possible à l'autre de la manière que la psychanalyse rend praticable, essaye de rendre praticable, c'est-à-dire de l'autre avec qui j'essaye de travailler, avec qui j'essaye d'agir, avec qui j'essaye de m'en sortir, autrement que dans le champ des représentations, hein, comme le dit Melman à beaucoup d'occasions dans ce séminaire, dans tout le séminaire. Si je reste dans le champ des représentations, c'est-à-dire le champ sphérique ou moïque, eh bien, je n'ai aucune chance de trouver cette issue. Et bon, là, en posant la question de où est l'inconscient, il introduit, tu l'as dit très bien, donc je n'y reviens pas, il introduit la question le caractère indispensable de la référence topologique, quel que soit le goût qu'on peut avoir pour la topologie pratique les uns et les autres, mais cette façon dont elle intervient nécessairement dans notre détermination. En tant que nous travaillons, nous essayons de travailler en tant que psychanalystes. Alors il y aurait une remarque, je ne veux pas être trop long, je voudrais qu'on puisse donner la parole à la salle, comme on dit, et aux collègues. Tu as dit, alors là je te propose quand même une petite objection, le S1 ne supporte pas l'altérité. Mais ça dépend, parce que le S1 est aussi, d'une certaine façon, ce qui la rend possible, l'altérité. Parce que s'il n'y a pas de S1, on ne voit pas très bien comment un S2 peut se situer dans un lieu autre que ce S1. Alors bien sûr, le S1, il y en a beaucoup de styles différents, mais je voudrais rappeler, juste à notre attention et à notre travail, que Lacan, c'était d'ailleurs dans le séminaire qu'on avait étudié à Nice, Lacan dit à un moment donné, vous savez mes amis, le discours du maître, ne vous pressez pas trop de le mettre à bas, parce que vous, et il disait surtout les femmes, vous avez intérêt à ce que les portants de ce discours puissent rester à peu près comment dire, opératoire. Parce que s'il n'y a plus des portants de ce discours du maître, il n'y a plus d'altérité qui puisse s'articuler comme telle. Ce qui, évidemment, ne fait pas la part belle aux femmes, aux étrangers, enfin à tous ceux
toutes celles qui viennent à cette place autre. Donc, évidemment, tu parlais à propos du discours postcolonial qui pose des problèmes spécifiques que Melman a évoqué spécifiquement, c'est-à-dire avec une société de maîtres, effectivement, telle que tu l'as évoqué, qui a ses caractéristiques. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que le S1, c'est pas forcément... C'est du semblant. Je crois que Bernard le rappelait là, tout à l'heure. C'est du semblant, le S1. Et ça permet un semblant de S2. Mais ça met en place l'altérité, enfin, de l'autre, possible, comme tel. Céline, est-ce que... J'ai retrouvé la référence. Ah. Page 195 de mon édition. C'est pas la même que la tienne. Mais puisqu'il n'y a pas eu dans ces contrées d'état originel, on va dire que ce qui fait défaut serait la référence commune à l'ancêtre. Bon, c'est une façon d'expliquer les choses, mais si par exemple on reprend ça à la question des populations qui ont migré, effectivement, qu'est-ce que la personne amène avec elle au passage à la frontière, ou qu'est-ce que le pays fait concernant cette les possibilités subjectives aussi de quelqu'un qui a passé la frontière. Voilà, je pense que c'est imbriqué de toute façon. Hein. Oui, je l'avais lu, mais je persiste. Ah, vas-y, alors on n'est pas d'accord. Sur le fait que cette référence à un ancêtre commun, elle ne peut pas être maintenue. C'est-à-dire, du moment où il est à exil, il n'y a même pas besoin qu'il y ait la violence d'un post-colonial ravageur. Non, en situation d'exil, c'est le même problème qui se pose. C'est-à-dire, si je suis d'origine norvégienne, je ne peux pas aller acheter mon pain en norvégien à Paris. Je dois me soumettre. Et mes enfants ne pourront pas parler norvégien. Je dois me soumettre et leur proposer aussi de se soumettre à la langue maîtresse, le français, par exemple. On pourrait décliner ça d'autres manières. Et ces enfants-là, ils vont très vite voir, justement, qu'il faut choisir entre ces deux références et que, pour eux, peut-être, si c'est un exil choisi, ce sera plus simple qu'un exil forcé ou qu'un contexte postcolonial où les deux références restent en opposition forcée. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, Stéphane, à l'instant, comme objection, je vais faire ma Céline et dire que c'est pas moi qui le disais comme ça, mais effectivement, page 240, il le dit lui-même. Hein, moi, j'avais été surpris, mais effectivement, comme tu le rappelles, c'est une question de semblant. C'est une question de semblant. À la fin de la page 240, hein, quand il dit, reprenant le discours du maître, S1 rencontre l'altérité de S2. Car S2 est en position d'altérité, c'est la dimension autre, avec un grand A, en tant que dimension autre. S2 est un défi à S1. Et un peu plus bas, il va dire que le but de S1, c'est justement de rendre identique S2. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette tension. Et comme tu le dis, tout début, page 241, par rapport aux femmes aussi, et c'est ce qui se passe dans ces pays-là où il y a une société de maîtres, hommes et femmes se retrouvent du même côté. Comme une réussite... On va peut-être pas... Oui, j'entends tout à fait, ça marche pas. J'entends tout à fait ton propos, mais c'est pas exactement le contraire que dit Melman. Il dit simplement qu'il y a une tentative, bien sûr, du côté du S1 de rendre le S2, de le prendre dans son semblant de maîtrise. Et c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, c'est vrai. Et qu'il peut y avoir exactement le même souci inversé de l'autre côté. Mais si vous le voulez bien, peut-être qu'on va proposer aux collègues qui sont présents, qui nous ont fait l'amitié de venir, de proposer des remarques, ou alors dans la salle virtuelle également, puisqu'il y a quand même pas mal de collègues dans la salle virtuelle. Je peux dire un mot ? Bernard, oui, bien sûr. Même deux, si tu veux. Attention, n'en propose pas trop.
Bon, quelqu'un qui serait étranger dirait que S1 veut ceci, S1 veut cela. S1, c'est métaphorique quand même. Hein, parce que S1, il veut rien du tout. S1, c'est un signifiant qui représente un sujet qui peut en jouir, mais que de par l'impact du signifiant qui rate son adresse à l'autre, il y a une perte qui engendre le désir. Donc ça peut devenir un sujet désirant. Mais bon, Melman nous brosse quelquefois comme ça une sorte de combat de géant entre S1 et S2. Et bon, il faut quand même toujours en saisir la dimension métaphorique. C'est le premier point. Deuxièmement, je ne suis pas vraiment d'accord avec Charles Melman quand il dit parler à partir du S2. Et je crois d'ailleurs que Céline faisait remarquer que S2, dans un discours, il ne s'adresse pas au S1. Et quand on s'adresse au S1, c'est en tant qu'on ne peut rien lui dire. C'est S barré, c'est un bon. Voilà. Donc, c'est un peu embêtant, cette affaire de parler à partir du S2. Parce que dès qu'on met en avant S2, c'est un signifiant maître. Simplement, il prend la tournure de ce discours victimaire. Mais aujourd'hui, la victime, se présenter sous un signifiant victimaire, c'est un signifiant maître. Oui. Hein, et ça n'échappe pas au discours du maître. Le discours féministe est un discours de maître. Hein, et c'est pas parce qu'on met en avant telle jouissance plutôt que telle autre, parce que le S barré, c'était quoi avant qu'il soit barré? C'était le petit jouisseur qui se fait représenter par un signifiant. Hein? Il est obligé, parce qu'on n'est pas des bêtes. Alors évidemment, on est soumis à cette structure du langage qui fait que est obligé de t'adresser à quelqu'un d'autre, à commencer par celle qui t'a collé le langage. Voilà. Et toujours avec perte. Hein, voilà. Bon, c'était simplement là pour... parce que quelquefois, même, il s'en va aussi, S1, S2. Bon, oui, d'accord. S1 veut rien du tout. Mais ça me fait jouir de me faire représenter davantage par ce signifiant maître que par tel autre. Hein? Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Et du côté aussi de la salle virtuelle... Il y a Étienne Oldenov qui a une question. Oui, si vous voulez bien. Vous m'entendez? Simplement une Étienne. remarque. Oui. Quand Melman parle du discours colonial, hein, et donc les sociétés postcoloniales sont quand même soumises à ce discours-là, il spécifie bien que le S1, là, c'est un S1, il ne dit pas le S1, là, il dit le maître. Le maître est réel. Et donc ça fait quelque chose, une organisation sociétale tout à fait différente. Il ne s'agit plus du tout d'un S1, justement. Hein, justement, puisqu'il dit au fond, il y a ce qui va caractériser un maître symbolique, un S1, c'est qu'il y a un pacte. Or, ce sont des sociétés sans pacte. Et si les hommes et les femmes se retrouvent du même côté, c'est évidemment face à ce maître réel. Hein, ce sont les colonisés qui sont, où là, il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. Voilà, c'est simplement cette remarque-là que je voulais faire. Merci Étienne, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Aussi du côté des colons. Ben oui, aussi du côté des colons. Et effectivement, vous vous souvenez, je ne sais pas si tu avais ça à l'esprit en le disant, mais Charles Melman a proposé une écriture du discours du maître avec une barre verticale entre S1 et S2 qui a comme effet de dissoudre les deux barres horizontales qu'on peut entendre comme représentation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de représentation, et cette barre verticale empêche que ça fasse discours, justement. Et donc, effectivement, ce n'est pas un semblant de maître, mais une action qui a des effets très particuliers. Il y avait une autre question, Magali Tayeb. Vous m'entendez là? Oui.
On ne vous voit pas, Oui, il y a deux mais on vous points, entend. en fait. Par rapport à ce que vous disiez, je voulais vous demander, est-ce que dans tout ce que vous évoquez, je repars un petit peu des complexes familiaux, donc je remonte à loin, et est-ce qu'on ne serait pas du côté justement du fraternel, du complexe fraternel, de la rivalité au niveau post-colonial, c'est-à-dire en amont justement de l'altérité, en amont de l'introduction de la fonction paternelle, de la fonction tierce, et on serait réduit à cette relation duelle du rapport de force dominant-dominé. Deuxième remarque, par rapport à ce que vous qualifiez de jalousie, par rapport à la vignette clinique que vous avez évoquée, est-ce qu'il n'est pas plutôt question d'envie? C'est-à-dire, il n'y a pas d'objet dans la vignette clinique. Elles ne se disputent pas pour un objet, ces deux femmes. Elles se disputent pour leur être. Qui est mieux que l'autre? C'est une rivalité, là encore, narcissique. On est dans l'envie. Et peut-être effectivement que dans la question post-coloniale, il est aussi question d'envie. Pas tout à fait. Je commence par la fin. Peut-être que d'autres collègues le diront un petit peu autrement. Mais il est bien question de jalousie, hein, et non pas d'envie. Et l'objet jalousé, effectivement, il y a un tiers. L'autre, y compris entre les deux employés, l'autre a un objet que je n'ai pas. Et c'est cet objet qui va être convoité, hein, par le sujet jaloux. Ce que nous dit Melman, c'est que c'est quelque chose qui peut être banal même pour chacun de vivre, de traverser une séquence de jalousie. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs il le dit plusieurs fois avec cette phrase, c'est que cette patiente y croit, dur comme fer. C'est-à-dire c'est quelque chose de l'ordre de la certitude, de la conviction. Ce qui est d'ailleurs, bon, on ne va pas rentrer dans la psychopathologie, mais qui serait plutôt du côté de la psychose, quand on parle de conviction, et non pas d'une convention qui serait plus du côté de la névrose. Maintenant, par rapport à la première, je ne sais pas si on peut parler de complexe familial pour le postcolonial. Il faudra réfléchir, mais il faudrait qu'on soit enfant de la même chose. Peut-être si... De la même mère. Oui, mais vous voyez, quand vous avez la moitié du public qui dit « nos mères ont été violées par les conquistadors » et l'autre moitié qui dit « bah non, nos mères aimaient leurs hommes ». Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, peut-être qu'on pourrait le voir du côté d'une frérocité. Hein, vous voyez la référence, où effectivement ça se réduit à une forme de domination, mais une domination réelle. Et qui, là encore, ce sont des hypothèses, hein, parce que même quand je fais référence à cette écriture qu'a proposée Melman, on ne peut pas dire que c'est un nouveau discours. D'ailleurs, ça ne discourt pas, justement, c'est un blocage. C'est une hypothèse, hein, qui a beaucoup intéressé, qui a été rejetée aussi par beaucoup de collègues latino-américains, qui a été critiquée. Bon, ce sont des hypothèses de travail, et comme le disait Bernard, il ne faut pas oublier qu'on parle là de signifiants. Hein. Oui, justement, par rapport au début de ces trois leçons, la première leçon où, dès le départ, il y a cette question du déficit, hein, la question de la castration. Là, c'est malheureusement un exemple où on s'illusionne qu'on peut se défendre de la castration en se mettant dans cette position de celui qui colonise. C'est bien le problème. Hein, c'est une défense massive. Hein, et c'est une illusion, mais qui fait beaucoup de dégâts, malheureusement. Y a-t-il d'autres questions ou remarques puisque il nous reste 1 minute et demie. Oui, on approche de la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Bernard conclut par une intervention très, très zen. Et profonde. Gutturale. Bon. Eh bien, écoutez, on va peut-être se quitter là-dessus aujourd'hui.